Oui, bonjour à tous. Merci aux organisatrices, Maria, Anne, et Annabelle et François Héran de m'avoir proposé de faire cette présentation, qui est plutôt un récit d'un parcours de recherche à propos du VIH concernant la population des migrants africains vivant en France. Vous racontez comment on a résolu un certain nombre de problèmes pour répondre à une question de santé publique. Alors en fait, c'est donc ce récit d'une démarche de recherche que je vais vous faire extrêmement concrète, en envisageant la façon dont on a résolu un certain nombre de problèmes en termes de stratégie de recherche et de méthodes de recherche pour comprendre l'infection VIH dans le contexte migratoire. Alors c'est une histoire qui porte à peu sur une vingtaine d'années autour donc du VIH-Sida, qui est un problème récent puisqu'il a émergé dans les années 80 avec d'emblée une dimension mondiale, une dimension de très grande gravité puisque pendant 15 ans il n'y a pas eu de traitement et qui concernait d'emblée des populations discriminées, criminalisées ou racisées que sont les homosexuels, les injecteurs de drogue, les immigrés et dans les pays pauvres, les pays les plus pauvres, en Afrique subsaharienne. À cette époque, on a été dans une situation, et beaucoup de problèmes ont avancé dans une situation d'incertitude et d'inquiétude face à la possible généralisation de l'épidémie qui ne s'est pas produite dans les pays occidentaux. Elle se produit peut-être actuellement en Russie, par exemple, mais elle s'est produite dans une partie de l'Afrique subsaharienne. On avait à l'époque, pendant ces 15 années, on avait très peu de moyens d'agir. Bien sûr, on pouvait soigner les malades, et c'est ce qu'on faisait d'ailleurs de façon absolument remarquable, puisque beaucoup allaient extrêmement mal. Et on avait 1,5 g de latex, c'est-à-dire une petite barrière en caoutchouc pour faire face au VIH. Il y a eu une très forte mobilisation autour de cet enjeu. Je ne vais pas revenir sur les raisons pour lesquelles il y a eu cette mobilisation, mais une des caractéristiques de cette mobilisation, c'est la place des personnes atteintes elles-mêmes qui, dès 1983, à Denver, ont posé les principes de leur inclusion dans toutes les décisions qui les concernent. Elles ont posé le fait qu'elles n'étaient pas des victimes de la maladie, mais des acteurs, et qu'elles devaient être présentes dans toutes les instances scientifiques, politiques, dans lesquelles se décidait ce qui les concernait en termes de prise en charge, mais aussi ce qui concernait les populations les plus exposées, et évidemment, dans cette période, et en particulier aux États-Unis, les homosexuels masculins. Mais on peut dire que par la suite, cette position, cette charte de Denver qui a été actualisée à Paris en 2017, elle est extrêmement importante pour, comment dirais-je, construire une démarche concernant le VIH-Sida qui associe les personnes et les populations concernées. Il y a eu d'emblée une injonction à agir face à cette situation, et en France, ça s'est traduit par la création de 3 agences, de 3 institutions plutôt, l'ANRS, qui existe bien sûr encore, l'Agence française de lutte contre le sida, qui a disparu et qui s'est fondue dans le ministère de la Santé, et un instance de réflexion éthique, le Conseil national du sida, qui existe encore aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin pour détailler un peu ce que nous avons fait au cours des 20 dernières années en termes de recherche, je vous ai juste mis, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas par cœur les chiffres du VIH, que parmi les nouveaux cas d'infection VIH en 2017, aujourd'hui, donc, 53% des nouveaux diagnostics concernent des personnes qui sont nées à l'étranger, et c'est 73% parmi les cas de transmission hétérosexuelle, que ceux qui sont nés en Afrique subsaharienne représentent la plus grande partie de ces personnes nées à l'étranger, 58% des cas de transmission hétérosexuelle, et que ces proportions sont en augmentation dans une épidémie qui est, dans les toutes dernières années, relativement stable. Et une autre caractéristique de cette épidémie, c'est que, de cette situation épidémiologique, c'est que les personnes nées à l'étranger, hommes et femmes, mais surtout les femmes accusent une différence importante par rapport aux femmes nées en France en termes de diagnostic tardif. Chez les hommes, compte tenu des rapports des hommes au système de santé, cette différence est moindre. Alors donc je vais revenir sur la démarche maintenant, après avoir donné ces indications. Au départ de la réflexion sont les catégories épidémiologiques de la surveillance. La surveillance épidémiologique, ce qui consiste à suivre un problème de santé au fil du temps, qui est une
une composante très importante de la connaissance de la situation sanitaire dans un pays. Elle repose entre 1982 et 2003 sur la déclaration obligatoire des cas de sida maladie et pas de l'ensemble des cas d'infection VIH. Et c'est une déclaration qui se fait par mode de transmission, pas par population. Les rapports sexuels entre hommes, l'injection de drogue, etc., toutes ces catégories que j'ai énumérées tout à l'heure. Et il y a une réticence, on nomme les modes de transmission, mais il y a une réticence évidemment à nommer les groupes pour ne pas renforcer les discours d'exclusion qui sont manifestes et forts et violents, les discours et les pratiques racistes, homophobes ou les pratiques stigmatisant le sida comme une maladie de la promiscuité sexuelle et de l'usage de drogue. Et à propos de ce qu'on disait tout à l'heure à propos des migrants, parce que je n'y reviendrai pas par la suite, l'épidémie d'infection VIH a touché plus particulièrement les populations, les enfants de l'immigration maghrébine dans les banlieues parisiennes à cause de l'épidémie d'héroïne qui a sévi en Île-de-France, enfin en France, pas seulement en Île-de-France, aussi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui a décimé véritablement les usagers de drogue. Donc, pour revenir à ce qui concerne la part de la population migrante parmi les cas, parmi les nouveaux diagnostics, on les catégorisait comme rapports hétérosexuels, ce qui effectivement ne permet pas de suivre la situation épidémiologique. Et finalement, dans les commentaires au fil du temps, on a ajouté la nationalité, puisque c'est le seul critère dont on disposait à l'époque. On a ajouté la nationalité pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, en 1999, l'Institut national de veille sanitaire a publié un rapport pour la première fois. Alors, ça a été beaucoup commenté. Pourquoi ce retard? Pourquoi avoir attendu 1999 alors qu'on a commencé en 1982? Je ne vais pas revenir sur cette discussion parce que je ne sais pas trop quoi en dire moi-même, sauf que on avait du mal à nommer les populations immigrées parmi les cas hétérosexuels dans ce contexte de discrimination. Et donc en 1999, 14% des malades déclarés sont des étrangers, dont un tiers sont des Africains. Et les taux... Alors, on a parlé des conditions de la migration, mais il y a aussi une situation, le reflet d'une situation d'Afrique, puisque on observe des taux de prévalence, des taux de déclaration du sida qui sont beaucoup plus élevés dans certains pays, parmi les originaires de certains pays d'Afrique, comme la RDC, le Congo, la Côte d'Ivoire, et aussi parmi les Haïtiens, parce que on a inclus évidemment les populations d'Antilles-Guyane, dans lesquelles l'immigration haïtienne est une composante très importante de l'épidémie VIH. Donc l'INVS, à cette époque, identifie qu'il y a des cas importés et des cas acquis en France, sans pouvoir en donner la proportion. Il conclut à la nécessité d'agir à la fois par le dépistage à l'entrée et par une prévention qui est dite spécifique pour tenir compte, comme le texte le dit, des particularités propres aux populations immigrées et à leur intégration. Bon, c'est quand même relativement vague parce qu'à vrai dire, on ne sait pas grand-chose. Néanmoins, à partir de cette période, il y a une porte qui s'ouvre sur la représentation des Africains, des populations migrantes et en particulier des Africains dans la communication publique. Et à partir de cette période, les Africains apparaissent dans les campagnes grand public, c'est-à-dire celles qui sont affichées dans les rues ou celles qui passent à la télévision, parce qu'à l'époque, on regarde encore la télévision, et avec à chaque fois une déclinaison, parce que pour faire face à la critique, on a 3 spots ou 3 affiches. Le couple hétérosexuel tout beau, tout propre, qui se regarde dans les yeux. On a ensuite les homosexuels qui sont représentés dans des situations diverses. Et puis, on a la population, les Africains, et on voit apparaître ces campagnes qui se sont poursuivies comme ça assez long, pendant plusieurs années. Même aujourd'hui, je n'ai pas le souvenir en tête vraiment des toutes dernières campagnes, mais on les a représentées, c'est-à-dire qu'on avait le même message, mais présenté par rapport à ces 3 contextes. Et en 2004, il y a un programme VIH migrant qui est défini par la Direction générale de la santé. Mais en fait, pour nourrir les stratégies de santé publique, on dispose de peu de données pour comprendre ce que c'est que le sida en situation de migration. Il y a bien à cette époque des grandes enquêtes qui sont notamment conduites en lien avec la NRS,
qui sont les grandes enquêtes sur les comportements sexuels en 1992 et 2006, les attitudes sur les enquêtes sur qu'on appelle KABP, attitudes et pratiques face au VIH en population générale, qui sont menées régulièrement entre 1988 et 2010, et les enquêtes faites chez les homosexuels masculins qui ont commencé en 1985 et qui se continuent aujourd'hui, d'abord annuellement, puis avec une périodicité plus espacée. Mais les immigrés, là-dedans, on ne les retrouve pas. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'intérêt des chercheurs pour les immigrés dans ce contexte du VIH. Et surtout, il y a des effectifs trop faibles pour faire des analyses spécifiques dans les échantillons d'enquête. On ne peut pas les étudier. On ne peut pas les étudier parce que les échantillons, et notamment les échantillons par sous-groupe, sont trop peu nombreux. Et enfin, il n'y a pas de questions sur le parcours migratoire et les traits particuliers des conditions de vie des immigrés. Donc, il y a la nécessité de faire des enquêtes spécifiques, et le choix se porte sur les immigrés africains parce qu'ils représentent le poids le plus fort. Avec le temps, l'incidence dans les populations, des nouveaux diagnostics dans les populations migrimides a diminué en raison, d'une part, de la mort des usagers de drogue infectés très tôt et très jeunes, et aussi avec la mise en place de la politique de réduction des risques. Donc je voudrais vous parler en premier d'une étude qui a été extrêmement importante, surtout d'un point de vue méthodologique, pour contourner la difficulté à accéder à des échantillons suffisants de population. C'est l'enquête qui a été conduite par Nathalie Lidier à l'Institut national de prévention et d'éducation sanitaire en 2005. Et je veux juste ici présenter comment a été résolue la question de comment enquêter. Je le fais d'autant plus que elle a subi de telles critiques à l'époque par les intégristes de l'échantillon représentatif que je pense que ça mérite d'être raconté. Donc, ce qui a été fait, c'est d'établir la liste des communes d'Île-de-France qui avaient plus de 2% d'immigrés africains dans leur population, d'en tirer au sort un échantillon, de se dire que la seule façon de trouver les gens, c'était dans l'espace public. Après une enquête, un certain nombre de lieux ont été identifiés, qui ont constitué des circuits, entre lesquels les enquêteurs ont circulé avec des effectifs à atteindre par circuit jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'échantillon par commune. Et il a été choisi des enquêteurs d'origine africaine, qu'il s'agisse de personnes immigrées ou d'enfants d'immigrés, et pour résoudre la problématique de questions qui portaient quand même, puisque le VIH est une maladie à transmission sexuelle sur la sexualité, de mettre systématiquement un homme et une femme pour enquêter. Les éligibles, juste pour mémoire, c'est les immigrés nés en Afrique subsaharienne, âgés de 18 à 49 ans. Et finalement, cette enquête a permis 14 000 contacts dans lesquels il y avait 70% d'éligibles, un taux de participation de 20%, ce qui a permis de travailler avec un échantillon de 1900 personnes. Je vous invite à lire cette recherche que vous trouverez sur le site de Santé publique France, puisque c'est le nouveau nom de l'INPES. Donc ceci a donné une image très précise des dimensions de l'infection VIH dans cette population, et ça a véritablement guidé les stratégies et les outils de communication et de prévention envers cette population. On a connu les attitudes, les conditions de vie, les formes de partenariat qui existent dans cette population, les attitudes vis-à-vis du dépistage. On a aussi observé que l'infection VIH, le sida, était une préoccupation majeure de ces populations et pas du tout un objet refoulé ou ignoré, mais bien présent dans leur expérience. Mais cette étude, avec ses qualités, elle donne quand même seulement une image statique, sans éléments de compréhension et de contextualisation de l'exposition au VIH. Et finalement, ce qui nous importe pour améliorer la réponse de la société à l'épidémie VIH dans les populations migrantes, c'est de comprendre comment l'infection s'acquiert et se transmet au cours du parcours migratoire. Pour traiter cette question, pour discuter de la façon de construire, de savoir quelle recherche il fallait faire, on s'est appuyé, puisqu'on bénéficie dans le domaine du VIH d'une agence de recherche avec des moyens importants, mais surtout une structure d'organisation de la recherche qui s'attache à comprendre l'infection VIH, trouver les moyens de la traiter et trouver les moyens de la prévenir. On travaille de façon multipartenariale avec l'ensemble des acteurs, y compris bien évidemment les premiers intéressés, à savoir les associations VIH, et de façon multidisciplinaire. Et la réflexion, c'est un mode général de travail de la NRS, mais dans le cas particulier donc, des migrants, un groupe migrant a été réuni pendant plusieurs années
qui a regroupé donc les chercheurs, les acteurs médicaux, sociaux et administratifs et les associations VIH. Donc il y avait effectivement toujours avec derrière soi cette application des principes qui prévalent dans le domaine du VIH, des principes de démocratie sanitaire finalement, la participation active des associations. Et ce qu'on s'est attaché à faire, c'est ce que s'attachent à faire ces groupes de travail, c'est d'identifier les priorités de recherche, mais pour répondre à des enjeux de santé et d'inclusion. La recherche dans une agence, ça consiste à faire de la recherche une ressource pour résoudre des problèmes. Ce n'est pas des instances qui sont seulement académiques, c'est une instance dans laquelle on veut donner des ressources supplémentaires à l'action de santé publique. Et donc, il s'agit là de clarifier les questions de recherche, de construire des partenariats et des collaborations. Et cette réflexion a abouti à l'importance, la nécessité de faire une enquête biographique qui sera l'enquête parcours, qui a été dirigée par Annabelle Desgrès-Duloup et qui a réuni une large équipe de recherche. Il s'agit de comprendre l'infection VIH dans le contexte migratoire avec toutes ces transformations, toutes ces temporalités, la transformation des mouvements migratoires, la transformation des politiques vis-à-vis des migrants, la dynamique de la migration elle-même. Et donc, il s'agit de construire une enquête qui permet d'avoir la plus grande diversité possible dans cette population et d'utiliser l'enquête biographique. Alors, je passe sur la présence des migrants, puisque j'en ai déjà parlé, sur l'enquête parcours qui a enquêté, donc, non seulement des personnes séropositives, des personnes atteintes d'hépatite B, je ne vais pas en parler aujourd'hui, et des personnes qui n'avaient ni l'une ni l'autre de ces infections. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris qu'il y a peu de migration pour se soigner, qu'une partie importante des infections VIH était acquise en France, avec des différences entre les hommes et les femmes, que les facteurs associés, et on rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure, à l'acquisition du VIH, c'est une sorte d'intersectionnalité, la combinaison de plusieurs processus qui associent la précarité administrative et matérielle, et notamment l'absence de logement, les violences sexuelles et le sexe transactionnel pour les femmes. Ce qu'on montre aussi, c'est que le poids de la migration est tel que finalement l'infection VIH n'affecte pas le parcours d'intégration, le parcours d'installation en France, mais il affecte le bien-être des personnes parce que ça reste extrêmement grave d'avoir une infection VIH. Le niveau de dépistage est élevé, mais on peut encore gagner du temps. Ce que je voudrais surtout souligner maintenant, c'est ce que ça a pris en faisant une enquête qui est vraiment dirigée vers des objectifs de santé publique. On a appris et on a essayé de rendre compte d'un grand nombre de caractéristiques, de processus au sein de cette population immigrée. La transformation, donc, au cours du temps de la migration, sans la retrouver, c'est un fait connu, l'arrivée de plus de femmes qui viennent seules, et surtout, ce qui a été montré, c'est les travaux d'Anne Gosselin, la longue durée de l'installation pour avoir les éléments basiques d'une vie quotidienne en France, qui sont avoir des titres de séjour, avoir un logement et avoir des ressources. Ça prend 7 ans pour les hommes en médiane et 6 ans pour les femmes. Et ces séquences, elles sont genrées, différentes pour les hommes et pour les femmes. Et surtout, on voit ici, dans notre étude parcours, le poids des politiques migratoires restrictives qui allongent ces durées d'immigration. Ce qu'on voit aussi, et ça contribue à l'inégalité durable, c'est que les immigrés accèdent très rapidement à l'activité, souvent d'ailleurs à des activités non déclarées, dans des ghettos d'emploi qui en profitent largement, et surtout dans ces ghettos d'emploi. Et c'est les emplois dans lesquels les personnes sont employées, le nettoyage, la sécurité, la restauration pour les hommes, les services à la personne pour les femmes et également le nettoyage. D'abord, comme vous le savez, il y a de la précarité, des mauvaises conditions de travail, des salaires extrêmement bas. Ça les déqualifie durablement. Ce qu'a montré à Margot Hennequin dans son travail sur l'emploi, c'est qu'on rentre dans ces ghettos d'emploi et on n'en sort pas, quel que soit son niveau d'études et quelles que soient les compétences professionnelles, parce que les gens arrivent en ayant déjà des compétences sans avoir ces compétences. En quelque sorte, les conditions de la migration, elles écrasent les différences de position sociale et les ressources éducatives et professionnelles des immigrés. En ce qui concerne l'accès aux soins, le travail de Nicolas Vignier a souligné le rôle majeur de l'AME dans l'accès rapide à la couverture maladie. Alors évidemment, on est tous en faveur d'une intégration de l'AME à l'assurance maladie régulière, mais aujourd'hui, parce que elle est en application du principe d'universalité de la couverture maladie, elle est extrêmement utile, mais elle est insuffisante. Et on voit aussi le rôle
très important des filières des passes et des services humanitaires comme Médecins du Monde ou le COMED pour l'accès aux droits et l'entrée dans le soin. Et c'est bien ce rôle qu'elle joue puisqu'elle s'attache. On voit bien dans l'étude parcours que les gens qui ont été recrutés là sont des personnes qui sont, pour la très grande majorité d'entre elles, arrivées dans la dernière année. Il existe des refus de soins, comme l'a mentionné la ministre, et aussi, je passe sur les troubles psychologiques qui, dans ces structures de premier accueil, sont particulièrement fréquents. Ça nous apprend aussi des choses, j'ai presque fini, sur la sexualité, les unions et la vie reproductive. Et d'ailleurs, une chose que l'on ignore et qui, pour moi, est aussi une discrimination, c'est que les conditions de vie des hommes et des femmes dans la période de leur arrivée, alors qu'ils sont des personnes jeunes, font que beaucoup d'entre eux, une part très importante, n'ont pas d'activité sexuelle, alors que c'est un élément du bien-être dans les années qui suivent leur arrivée. Les unions, elles s'engagent de plus en plus avec des partenaires de même origine, ce qui contribue d'ailleurs à la diffusion de l'épidémie. Et ceci est lié aussi au fait que les femmes sont maintenant quasiment à égalité dans les flux migratoires. Et donc cette endogamie qui existe dans toute la société, elle se produit aussi dans la population immigrée. On y retrouve, comme l'a montré notamment Mireille Le Guen, des asymétries de genre qui se reproduisent dans la migration. Hommes et femmes, dans la construction des unions et la sexualité, ont des situations différentes. Mais on observe aussi des choses positives, comme le fait que dans un système qui permet un accès, comme la France, un accès facile à la contraception, notamment par les centres de planification et d'éducation familiale, et aussi la gratuité de la contraception dans un certain nombre de lieux. La contraception médicalisée, qui est difficile d'accès en Afrique, est très largement utilisée par les femmes africaines dès qu'elles en ont besoin en France, quasiment à égalité avec la population générale, et on observe une baisse du recours à l'avortement. Donc, ce travail, vous le retrouverez dans le livre Parcours qui a été édité à la découverte. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que ces résultats, ils ont été largement diffusés dans les associations et les milieux professionnels. On a essayé d'en faire, à travers justement l'association à toutes les étapes, des associations à la démarche de construction, de fabrication de l'étude. Ça permet aussi une meilleure utilisation des résultats. Et à l'heure actuelle, ces résultats nous servent, dans la région Île-de-France, à construire des projets de recherche en prévention qui visent à utiliser, à mettre à la disposition des populations et des individus les moyens d'agir et la capacité d'agir. C'est le projet Macassi qui est porté par le CEPED, Arcat et Afrique Avenir, toujours par Annabelle, Anne Gosselin et Séverine Carillon. Et puis, dans le cadre du projet dont moi je m'occupe, qui est Vers Paris sans sida, on a introduit les données de parcours dans la production de nouveaux modes de communication et de nouveaux modes d'intervention qui sont en cours de construction. J'ai encore une minute ? Oui, c'est la dernière. Donc, ce que juste je voulais souligner ici, c'est que même en partant d'une question qui est très circonscrite et une recherche qui est d'emblée finalisée, on peut apporter des connaissances plus larges sur les connaissances et les besoins des populations migrantes. Qu'on dispose aussi, à travers les deux exemples que je vous ai montrés, on a montré aussi l'existence d'outils qui permettent de construire des études de qualité, aussi bien en termes de construction d'échantillons que de méthodes de recueil d'informations rétrospectives. Et on a quand même des limites, et comme ceux et celles qui ont parlé avant moi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est, même dans notre travail concernant le VIH, on est interpellé par la situation des migrants, des migrants qui arrivent à l'heure actuelle, dont l'existence même est déniée par les autorités publiques, et qui ont comme politique, quand on regarde ce qui se passe dans Paris même, aux portes de Paris, d'avoir comme stratégie le harcèlement des conditions de vie quotidiennes de cette population. Pas d'eau, pas de toilettes, pas d'hébergement. Et je pense que ça nous interpelle dans notre travail de recherche. Certes, on a travaillé, mais quel peut être le rôle de la recherche ici ? Là, je sors du VIH, encore que c'est une question qui concerne particulièrement cette population, avec les usages de drogue et du travail sexuel, du travail de sexe transactionnel. C'est un questionnement éthique. Est-ce que la recherche doit aller dans cette population alors qu'on est dans cette situation de politique de harcèlement ? Je vous remercie.